Les menteurs les plus habiles ne cherchent pas à t'imposer leur version de l'histoire. Ils t'amènent à la construire toi-même, mot après mot, jusqu'à ce que tu te retrouves prisonnier de tes propres réponses. Machiavel l'avait bien compris, celui qui contrôle les questions contrôle la conversation, et celui qui contrôle la conversation finit par contrôler la vérité. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler cette question qui paraît anodine, mais qui trahissent l'intention froide et calculée de celui qui te les pose. Si jamais, tu les entends, c'est ton instinct que tu dois écouter, bien avant ta politesse. Et reste jusqu'à la fin, car je t'exposerai un mécanisme mental que peu connaissent, mais que tous les menteurs utilisent pour te désarmer. Écris en commentaire, je sais qu'un mensonge commence souvent par une question. Et voyons qui parmi vous perçoit vraiment la portée de ces mots. Abonne-toi, aime cette vidéo et écoute chaque mot, car ce que tu vas entendre est une leçon de survie. Dans les cours des princes comme dans les ruelles des marchés, la vérité n'a jamais été un bien protégé. Depuis l'Antiquité, les philosophes et les stratèges ont compris que la question n'était pas seulement un outil pour obtenir une réponse, mais une arme pour orienter la pensée. Tu connais Socrate? Il l'utilisait pour amener ses interlocuteurs à découvrir leurs propres contradictions. Mais d'autres, moins vertueux, ont perfectionné cette méthode pour amener leur proie à se piéger elle-même. Machiavel, au milieu des intrigues florentines, a observé que l'art du pouvoir ne résidait pas uniquement dans la force ou la persuasion, mais dans la capacité à poser la question qui déstabilise, qui force l'autre à révéler ce qu'il ne voulait pas dire. Au fil des siècles, ce savoir a été détourné par les manipulateurs de tout poil, les politiciens, les négociateurs, les escrocs. Tous ont compris qu'une vérité imposée se heurte à la résistance, mais qu'une vérité que tu crois avoir formulée toi-même devient une prison invisible. Aujourd'hui encore, dans un monde saturé d'informations et de faux-semblants, ces mécanismes opèrent en silence, invisibles pour la plupart. Les blessures de notre époque viennent souvent de là. Nous répondons à des questions qui ne cherchent pas la vérité, mais notre soumission. Maintenant, respire et ralentis. Nous allons quitter les apparences pour écouter la mécanique des mots. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver, seulement à voir. Quand la question semble vouloir t'acheter, recule d'un pas. Quand elle tente de te presser, donne-toi du temps. Quand elle promet la paix, demande la clarté. Ici commence ta vigilance concrète. Rien ne presse, tout doit respirer. Première partie. Les 7 questions à l'œuvre. 1. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Cette question se présente comme une caresse. Pourtant, elle exige un serment avant la vérité. Elle mise sur ton désir d'appartenance, sur ta peur d'être jugé méfiant, sur l'image que tu veux protéger de toi-même. Dire oui trop vite t'attache à une version encore opaque, puis t'oblige à t'y tenir, même lorsque les faits commencent à fissurer le vernis. Dans un couple, elle tombe juste avant une zone d'ombre dans l'emploi du temps. Au travail, juste avant une présentation où les chiffres ne sont pas prêts. En amitié, juste après une confidence trop tôt livrée. Psychologiquement, c'est l'engagement qui précède la preuve et qui fabrique ensuite une cohérence forcée. Le menteur n'a plus besoin de te convaincre. Il s'appuie sur ton besoin d'être fidèle à ta parole, même contre le réel. Pour te protéger, c'est par la loyauté de la vérification. Réponds avec une douceur ferme, je t'accorde ma confiance et je vérifierai les faits. Ce petit « et » change toute la dynamique, car il ouvre la porte à l'examen sans valider la suspicion. Il rappelle que la confiance est un lien vivant, pas un chèque en blanc. Si l'autre se vexe, observe cette vexation comme un indice. Celui qui aime la lumière n'a pas peur d'elle. Retiens ce repère simple, la confiance se donne à la personne. La preuve s'exige des affirmations. Tu peux aimer sans t'aveugler, soutenir sans t'absenter, écouter sans renoncer à mesurer. Ta loyauté te grandit quand elle marche aux côtés de ta lucidité vigilante. 2. Tu es sûr de te souvenir correctement? Celle-ci ressemble à une précaution honnête. Elle n'attaque pas les faits, elle attaque l'organe qui les porte, ta mémoire. À force de « il me semble », de « peut-être » et de détails déplacés, on brouille tes repères et tu finis par douter de toi plus que des événements. C'est un gaslighting feutré qui remplace la contradiction frontale par une érosion quotidienne. Elle surgit après un message effacé, une somme manquante, une promesse devenue nébuleuse. On te pousse à reformuler encore et dans le labyrinthe des reformulations,
on guette la petite erreur qui permettra d'invalider tout ton récit. Pour retrouver la terre ferme, externalise ta mémoire. Note, courriel, capture d'écran. Mais surtout, ramène la discussion au présent vérifiable. Que pouvons-nous constater maintenant ensemble, sans théâtre ni supposition? Tu peux dire calmement, ma mémoire est humaine, c'est pour cela que je documente. Revenons aux traces. Cette phrase coupe les ailes au brouillard, car elle déplace le débat du terrain des impressions vers celui des preuves. Si l'on refuse soudain ce terrain, tu tiens un signal clair. Ne tombe pas pour autant dans la dureté, car la dureté peut devenir son propre aveuglement. Garde la combinaison rare de la rigueur et de la bienveillance. Tu n'essaies pas de gagner, tu essaies de voir. Et celui qui tient à la vérité accepte volontiers un témoin neutre, un relevé, un document. Les souvenirs s'estompent, les traces demeurent. C'est là que la confiance respire. 3. Pourquoi tu t'acharnes contre moi? Cette question inverse les rôles avec une élégance redoutable. En une respiration, celui qui doit des réponses devient la victime, et toi, le bourreau. Le procédé exploite ta morale, car personne ne souhaite être l'oppresseur de quelqu'un qui souffre. Alors, on gonfle l'émotion, on accentue la fragilité et l'objet précis de la discussion s'évapore. Dans une famille, on invoque l'injustice quand tu demandes des comptes sur un prêt jamais remboursé. Dans une équipe, on te reproche de manquer d'esprit collectif quand tu réclames la traçabilité d'une décision. Sur la scène publique, toute critique devient de la haine. Ton antidote tient en une distinction ferme, la personne d'un côté, le processus de l'autre. Dis posément, je ne m'acharne contre personne, je clarifie des faits. Puis, reviens immédiatement aux repères concrets, datés et observables. S'il faut un cadre, propose un tiers neutre, un protocole, un document de synthèse. Ne te laisse pas entraîner sur le terrain glissant des intentions pures et des blessures sans contour, car ce terrain est fait pour avaler la question initiale. Rappelle-toi que la compassion véritable ne supprime pas la clarté, elle la rend supportable. Si l'on t'accuse encore d'acharnement, ralentis la scène, résume calmement ce qui a été dit, formule la question ciblée et donne du temps à la réponse. Celui qui veut la vérité finit par l'aimer, même quand elle blesse l'orgueil. Celui qui veut fuir la vérité transforme toute demande de précision en attaque personnelle. Ne monte pas le ton, garde la ligne. La ligne sauve ta lucidité. 4. On peut régler ça entre nous. Cette question propose une paix séduisante. Elle promet la douceur, la discrétion, la maturité. En réalité, elle fabrique un huis clos où les versions se dansent sans témoin. Le but n'est pas de pacifier, mais de soustraire les faits à la mémoire collective. On te demande d'éteindre les projecteurs, puis on démonte le décor et si tu protestes, ta protestation disparaît avec la lumière. Dans l'intime, cette question évite l'aide d'un conseiller ou d'un médiateur. Dans l'entreprise, elle contourne les canaux de conformité et les procédures d'escalade. Dans la cité, elle remplace la presse et la loi par la rumeur et la faveur. Ta réponse n'est ni l'exhibition ni la vengeance, c'est le cadre juste. Tu peux dire, je veux un règlement paisible, et je veux aussi un témoin ou un écrit afin que chacun se souvienne de la même chose demain. Cette exigence ne trahit pas la confiance, elle la protège contre nos humeurs changeantes. Si l'on refuse absolument la présence d'un tiers neutre, note ce refus comme un signal sans hausser la voix. La vérité ne s'étouffe pas en public bien choisi, elle s'y assainit. Et si tu acceptes parfois un entretien direct, assure au moins une trace minimale, un compte-rendu partagé, une suite claire. Plus le mensonge craint le papier, plus il réclame la chaleur d'un tête-à-tête. Tu n'as pas à brûler, tu as à éclairer. Un cadre n'est pas une punition, c'est une ceinture de sécurité pour la parole vraie, qui protège même les innocents. 5. Tu veux vraiment tout savoir? Cette question t'intimide avec élégance. Elle peint la vérité comme une frontière dangereuse, presque indécente, et présente ta curiosité comme une faute qui mettrait l'équilibre en péril. Tu crains alors de perdre la paix fragile que tu possèdes et tu acceptes des angles morts que tu n'aurais jamais tolérés si l'on ne t'avait pas prévenu de leur prétendu poison. Cette question exploite l'aversion à la perte et la peur de l'irréversible. Pour la déjouer, c'est par le savoir de l'usage. Connaître n'oblige pas à punir ni à humilier. Connaître te rend simplement capable de choisir avec justice. Tu peux répondre, oui,
Je veux savoir à la mesure de ma responsabilité et je traiterai ce que j'apprendrai avec dignité. Cette réponse tire le rideau sans transformer la scène en tribunal. Concrètement, demande l'ensemble des informations, les sources, les dates, les chaînes de décision. Et réserve ton jugement jusqu'à ce que le tableau soit complet. Si l'on te reproche ton sang-froid, rappelle que la tempête émotionnelle n'est pas une forme supérieure de vérité. Crée volontairement un délai avant toute décision, afin que l'intensité retombe et que les priorités réelles émergent. Et maintenant, je veux t'entendre. Quelle situation récente t'a fait reculer devant une réponse claire, par peur de tout voir? Écris en commentaire, je choisis la clarté même quand elle me dérange. En le faisant, tu remets ton centre dans la réalité et tu deviens moins achetable par la flatterie ou par la menace. La clarté n'est pas cruelle, elle délivre doucement. 6. On est d'accord que ce n'est pas si grave. Le stratagème est simple, fabriquer une normalité par consensus, puis enfermer la discussion dans cette normalité. On invoque des cas pires, on rappelle tes propres faiblesses, on étire la comparaison jusqu'à ce que toute échelle se brouille. Alors, ta conscience abdique, non par méchanceté, mais par lassitude. Pour rester souverain, refuse de juger au ressenti. Reviens à l'impact réel. Qui est affecté? Quel risque a été introduit? Quelle ressource a été entamée? Quel futur se trouve compromis? Transforme la gravité en éléments observables, puis confronte-les aux règles que vous avez définies ensemble. S'il apparaît que la faute est légère, dis-le et avance. Si l'addition des petites entorses révèle une dérive, nomme-la avec calme. Ta voix doit rester basse, mais tes critères hauts. N'accepte jamais que l'on décrète l'échelle après le fait, car c'est la recette sûre de l'impunité. La vraie indulgence n'est pas d'appeler le mal un accident, c'est d'offrir une réparation proportionnée et un chemin pour ne pas recommencer. Cette exigence n'est pas de la dureté, c'est le respect de ce qui compte. Dans l'équipe, cela peut signifier un audit des délais et des engagements. Dans la famille, une conversation sur l'argent prêté et les responsabilités. Dans l'espace public, un rappel des règles. Plus tu rends les critères visibles, moins la manipulation peut prospérer. Tu n'humilies pas, tu clarifies. Et la clarté, même exigeante, protège les liens que la complaisance pourrit en silence. 7. Tu ferais pareil à ma place. Cette question invoque un faux humanisme. On te propose une fraternité accommodante où la faute devient normale parce qu'elle serait universelle. C'est une dissolution de tes repères par une prétendue compréhension des pressions. Si tu entres dans ce cadre, tu renies tes lignes intérieures pour préserver une harmonie de façade. La sortie n'est ni la supériorité morale, ni la condamnation théâtrale. C'est la déclaration posée de ce que tu ne franchiras pas. Dis-le sobrement, à ta place, je n'aurais pas passé cette frontière parce que je tiens à la vérité, à la justice et à la confiance. Explique brièvement ce que ces mots veulent dire pour toi et comment ils orientent tes choix, même quand cela coûte. Ensuite, propose une réparation possible, un apprentissage, une conséquence proportionnée. Si l'on se moque, reste simple. Si l'on insiste, répète. Ton calme devient une paroi sur laquelle glissent les sophismes. Et s'il le faut, prononce le petit mot que tu as le droit de dire sans haine, non. Ce « non » n'abîme pas la relation. Il la sauve d'une fusion qui dévore la conscience. Tu n'es pas juge suprême. Tu es gardien de ton seuil. Ce seuil ne se vend pas, ne se loue pas, ne s'excuse pas. Dans la pratique, cela peut vouloir dire refuser la banalisation d'un mensonge répété, exiger la traçabilité d'un engagement public ou rappeler un cadre clair avant de poursuivre la route. Ta fidélité au vrai paraît froide. Pourtant, elle réchauffe les liens qui veulent durer dans l'épreuve. Deuxième partie. La mécanique secrète du mensonge. Nous allons changer de vitesse. Tu connais désormais la surface des questions. Maintenant, écoute leur soubassement. Je ne te demanderai ni suspicion maladive, ni froideur. Je t'invite à une attention fine, lente, respirante. Elle ne détruit pas l'amour, elle le protège du théâtre. Marche avec moi un pas après l'autre, sans précipitation, et laisse la réalité reprendre la parole. 1. La première lame d'emprise, le contrat muet. C'est cette alliance invisible que la question scelle avant même que les faits existent. Elle te fait prononcer des mots qui te dépassent, loyauté, confiance, compréhension, indulgence. Une fois dit,
ils réclament leur cohérence et tu deviens le gardien d'un récit que tu n'as pas encore examiné. Ce mécanisme a des ancêtres nobles. Jadis, on prêtait hommage avant d'entrer dans la salle du trône. Aujourd'hui, on prête allégeance à une histoire avant d'en lire les chiffres. La ruse tient dans l'ordre des choses, l'engagement d'abord, l'évidence ensuite. Plus tu tiens à être fiable, plus tu te piégeras à défendre ce que tu aurais contesté si tu l'avais découvert froidement. Pour briser l'enchantement, rappelle que la fidélité ne porte pas un récit, elle porte le réel. Dis-le sans hauteur, je t'estime et je vérifierai. Ce « et » rompt l'hypnose sans rompre le lien. Si l'on te reproche d'aimer la lumière, c'est qu'on te préférait décoratif. La patience ici n'est pas distance, c'est droiture. 2. La deuxième lame d'emprise, la monnaie de plausibilité. C'est cette petite pièce lisse qui circule de bouche en bouche jusqu'à paraître authentique. Le mensonge résiste mal à la lumière, alors il emprunte la chaleur de la répétition, le confort d'un ton sûr, la précision d'un détail annexe. Ton esprit fatigué préfère le familier au vrai, et l'énoncé familier devient croyable, comme une rue que l'on a déjà traversée. Les rhéteurs l'avaient compris, la psychologie moderne l'a décrit. Ce que l'on entend souvent prend la saveur du vrai, même si la substance reste creuse. Ajoute une donnée exacte mais périphérique, et l'ensemble se voit conférer un halo de sérieux par contamination. Le menteur pose alors sa question en ouvrant le tiroir de cette monnaie, tu en as déjà entendu des versions. Tu acquiesces par inertie. La contre-mesure demande un geste simple et rigoureux, isole l'affirmation centrale. Coupe-la de ses décorations. Teste-la contre des repères indépendants. Rappelle-toi que la plausibilité sent bon, mais ne nourrit pas. Si l'idée revient vêtue autrement, note le retour comme un signal d'insistance, non comme une confirmation. Ton rôle n'est pas d'aimer le refrain, c'est d'écouter la note juste. Et toi, maintenant que tu connais ces questions et ces mécanismes, quelle est la prochaine question que tu poseras pour défendre ta vérité? 3. La sincérité en scène. Notre époque adore l'aveu. L'œil qui s'embrume, la voix qui se brise juste avant la chute du rideau. Le menteur agile le sait. Il confesse un tort mineur pour couvrir un intérêt majeur. Il exhibe une vulnérabilité calculée qui te désarme, te faisant culpabiliser de demander plus de clarté, comme si tu manquais d'amour. Plus il paraît nu, plus il est cuirassé. Le piège n'est pas grossier, il s'appuie sur une vérité humaine, la compassion. Mais la compassion n'oblige pas à éteindre la lampe. Souviens-toi de cette chose méconnue, mais décisive, la sincérité réelle ne craint pas les questions, elle respire grâce à elle. Seule la performance les redoute, les maquille ou les rebaptise en dureté. Tu peux accueillir l'émotion sans livrer ta vigilance à la loge des coulisses. Dis-le posément, ton ressenti m'importe, il n'annule pas les faits. Puis ramène la scène aux repères observables. Si la sincérité se froisse sous le poids d'une vérification, ce n'était pas un cœur à ciel ouvert, c'était un rideau. 4. L'urgence programmée. Le temps devient une arme dès qu'on fabrique une horloge. On t'installe dans un ultimatum poli, décidez aujourd'hui. Répondez avant la nuit. Engagez-vous avant que tout ne se ferme. La précipitation réduit le champ de ta pensée, durcit ton besoin de soulagement et t'arrache un « oui » qui ressemble à une respiration enfin retrouvée. Les stratèges de cour l'employaient pour imposer des choix déjà faits. Nos milieux pressés les érigent en preuve d'engagement. Pourtant, la véritable importance supporte la clarté et la véritable urgence supporte la preuve. Ta contre-attaque tient en 3 vertus calmes, nommer le délai nécessaire, demander l'énoncé précis du péril, exiger la traçabilité de la décision. Tu peux répondre sans agressivité, je traiterai cela avec sérieux, donc sans hâte. La plupart des urgences s'évaporent au contact d'un protocole, comme la brume au soleil. Si l'autre s'agace que tu mettes des heures sur la table, c'est qu'il avait besoin de ton souffle, pas de ton discernement. 5. Le miroir du désir. La question ment en t'offrant l'image que tu veux garder de toi, protecteur fidèle, coéquipier docile, amoureux inconditionnel, croyant qui pardonne tout. Tu ne veux pas trahir cette image. Alors, tu acceptes le cadre proposé et ce cadre te conduit exactement où tu n'aurais pas marché si on te l'avait demandé frontalement. Le mécanisme est subtil. On ne t'achète pas avec de l'or, on t'achète avec ta vertu. On te vend l'occasion de rester fidèle à ce que tu proclames.
Pour ne plus être achetable, pratique cette ascèse discrète, cherche l'information qui te blesse. Accueille l'indice qui contredit ta version préférée. Interroge l'angle mort qui protège ta chaleur. Rappelle-toi cette vérité rude et libératrice, la réalité n'abîme pas les valeurs, elle les éprouve. Pour enraciner ton choix, ancre-le publiquement, car la parole engage le geste. Écris en commentaire ici et maintenant cette phrase qui te rendra moins manipulable, je préfère la vérité à ce qui flatte mon image. En la formulant, tu déplaces ton centre de gravité, tu quittes la flatterie et tu entres dans la force tranquille. 6. La culpabilité recyclée. Cette lame récupère ta bonté pour t'attacher en laisse. Tu demandes des précisions, on t'accuse d'humilier. Tu réclames une preuve, on te dit que tu détruis la paix. Tu proposes un cadre, on appelle cela de la froideur. Une séquence ancienne, mais toujours efficace, se met en scène, nier, attaquer, renverser les rôles. Te voilà sommé de choisir entre la douceur et la vérité, comme si elles étaient ennemies. C'est un faux dilemme. La douceur réelle ne supprime pas la clarté, elle la rend soutenable. La vérité réelle ne cherche pas à écraser, elle cherche à orienter. Dis-le avec cette courtoisie ferme qui ne s'excuse pas d'aimer la lumière, je te respecte, et ce respect inclut le devoir de comprendre. Détache la personne du processus, puis ramène le débat aux conséquences, pas aux susceptibilités. Une perspective inattendue est ici, lorsque tu clarifies, tu protèges même celui qui ment, car tu limites la dérive qui l'abîmerait davantage. La culpabilité instrumentalisée n'est pas une boussole, c'est un filin. Couple sans colère, avance sans venin. C'est l'ambiguïté armée. Les phrases se parent de conditionnels, les promesses d'adverbes, les engagements de coussins oratoires. Tout est dit et rien n'est saisissable. Quand l'heure des comptes revient, on te montre les échappatoires semés au départ. Il avait été question d'une intention, non d'un fait, d'un horizon, non d'une étape, d'une possibilité, non d'un engagement. La question initiale t'avait déjà fait bénir la grisaille comme signe suprême de maturité. Aime la nuance, oui, mais refuse l'indécision organisée. La parade n'est pas la dureté, c'est la spécification. Transforme le flou en critères observables, les intentions en jalons, les promesses en responsabilité. Note bien ceci, la poésie des mots subsiste très bien lorsqu'on sait ce qu'ils signifient. Si l'autre rejette obstinément les définitions, tu n'as pas affaire à une âme délicate, mais à une stratégie d'évasion. Alors, garde ton calme et proclame ce droit simple, sans clarté, pas de confiance nouvelle. Troisième partie. L'application pratique, s'équiper pour le réel. Les lames ne coupent pas seulement par malveillance individuelle. Elles sont polies par des systèmes qui récompensent l'apparence. Les organisations où l'on confond vitesse et valeur encouragent l'urgence programmée. Les cultures où l'aveu spectaculaire vaut absolution prime la sincérité en scène. Ta lucidité doit donc devenir un milieu, pas un geste isolé. Bâtis autour de toi une écologie de clarté, des rituels de vérification qui ne blessent personne, des délais qui refroidissent les emballements, des traces qui protègent les mémoires, des mots qui n'usurpent pas la place des actes. Machiavel ne méprisait pas la morale. Il la plaçait sur des rails. On ne sauve pas une cité avec de belles déclarations. On la sauve avec des formes qui tiennent même quand les passions se déchaînent. Fais de ta conscience une petite république, non pour bannir l'amour, mais pour le rendre habitable. Si cette plongée te déstabilise, c'est qu'elle travaille déjà ce qu'elle doit travailler. Nous allons maintenant changer de rythme. Tu vas cesser d'écouter passivement et commencer à t'équiper. Respire. Prends de quoi noter et accepte de ralentir pour voir clair. T'es cette technique de défense. 1. Le diagnostic immédiat de la question. Quand on te demande si tu fais confiance, si tu te souviens bien ou si l'on peut régler ça entre vous, repère ce que la question exige. Loyauté, doute de soi, huis clos, précipitation, minimisation. Pose-toi cette grille intérieure, que me fait céder ce cadre? Et que m'interdit-il ensuite? Si une chose essentielle disparaît, la preuve, le temps, les témoins, tu es face à un piège. Rituel, répète en silence 3 mots, clarté, délai, trace. S'ils ne tiennent pas dans la conversation, ralentis. Phrase pivot, je veux comprendre exactement, calmement et avec une trace minimale. Entraîne-toi chaque jour, repère ces formulations dans de petites scènes,
puis note ce qui change quand tu refuses d'aller trop vite. Si l'autre insiste, propose un délai court et un témoin neutre. C'est le signe que tu vises la justice. 2. La documentation sobre des faits. Un esprit honnête oublie, une trace honnête se relie. Crée un cahier simple, papier ou numérique, où tu consigneras promesses, décisions, montants, délais, accords avec date et interlocuteur. Après chaque échange délicat, envoie un bref message récapitulatif. Rituel, pour protéger chacun, je résume en 2 minutes ce que nous venons d'arrêter. Phrase pivot, voici ce que nous avons compris, voici ce que nous ferons, voici l'échéance. Bénéfice, la conversation cesse d'être un brouillard d'impression. Elle devient un chemin numéroté où l'on peut revenir sans querelle. C'est une hygiène, pas de la méfiance. La trace protège même l'innocent contre ses propres oublis et désamorce le gaslighting. 3. Le refus des faux dilemmes. Quand la question te pousse à choisir entre bonté et vérité, refuse le dilemme et reformule le but commun, nous cherchons la clarté pour protéger la confiance. Applique la méthode des 3 recadrages. 1. Reformule la demande en termes factuels. 2. Précise le critère de réussite. 3. Propose un pas vérifiable. Rituel, pose une question à la fois et termine par une action minuscule datée. Phrase pivot, je t'entends, voici ce que je comprends, voilà ce que je propose maintenant. Bénéfice, le dialogue cesse d'être une scène morale infinie. Il devient une suite de petites étapes qui testent la réalité et limitent les échappatoires. Si l'on te reproche de manquer d'amour, réponds, ma clarté est une forme d'amour, elle évite les blessures longues. 4. La décision à froid. Les ultimatums fabriquent des « oui » de soulagement, rarement des choix justes. Installe une règle personnelle, aucun engagement important sans un délai minimal et une relecture simple. Rituel, lorsque l'on te presse, réponds que tu respectes trop la décision pour la précipiter, puis propose 1 heure de reprise. Pendant ce délai, écris sur une page 2 colonnes, conséquences si j'accepte, conséquences si je refuse. Phrase pivot, je donne une réponse responsable après un temps clair et une vérification. Bénéfice, tu récupères ta liberté intérieure. La pression retombe et le présent cesse de crier plus fort que l'avenir. Si l'autre refuse le délai, tu tiens un indice clair, il a besoin de ton assentiment plus que de la recherche d'un résultat. 5. Le déminage de l'émotion. Quand surgissent larmes, reproches ou voix qui tremblent, offre d'abord un accueil bref et réel. Puis, reviens au fait. Rituel, en 2 phrases, je t'entends et je respecte ce que tu ressens. Maintenant, clarifions ce qui est arrivé et ce que nous faisons. Phrase pivot, je ne veux ni accuser ni fuir. Je veux comprendre et réparer à partir de choses visibles. Bénéfice, cette bascule protège la dignité tout en empêchant l'émotion de devenir un bouclier contre la clarté. La conversation descend d'un ton, le respect augmente, et la réalité réapparaît comme une alliée plutôt qu'une menace. 6. La définition des repères observables. Le flou protège l'évasion. La précision ouvre la porte à la responsabilité. Chaque fois qu'une promesse ou une intention apparaît, transforme-la en critère visible. Quoi? Qui? Quand? Comment? Avec quel seuil de réussite? Rituel, écris en une phrase l'objectif et en une autre l'indicateur. Phrase pivot, pour être clair, voici la définition opérationnelle de ce que nous visons. Bénéfice, l'ambiguïté armée perd ses échappatoires, car chacun sait ce qui doit exister pour dire que c'est fait. Si l'on te reproche ta bureaucratie, rappelle que la clarté protège les 2 parties et évite les disputes longues. C'est l'art de dire non sans éclat. Ton non n'a pas à être furieux pour être souverain. Énonce ta limite en positif, rappelle la règle, propose une alternative. Et si l'insistance continue, répète calmement. Rituel en 4 pas. 1. Je comprends. 2. Voici ma limite. 3. Voilà ce qui est possible. 4. Je répète. Phrase pivot, je choisis la clarté, donc je dis non ici. Bénéfice, ton calme devient roche, et la manipulation fatigue. Tu ne romps pas le lien, tu refuses l'absorption qui dissout ta conscience. Tu sais désormais que le mensonge ne s'abat pas comme une hache. Il s'insinue comme une question polie qui déplace le centre de ta conscience. Face à cela, tu possèdes désormais des gestes sobres, presque modestes,
Et pourtant souverain. Exiger la clarté. Imposer un délai court. Laisser une trace. Dialoguer par étapes. Décider à froid. Accueillir l'émotion sans abandonner le réel. Transformer chaque promesse en critère observable. Dire non sans éclat. Ce n'est pas une guerre, c'est un art civil de la lucidité qui rend l'amour habitable et le travail digne. Machiavel aurait appelé cela prudence. Non pas méfiance maladive, mais tenue droite du jugement au milieu des passions et des théâtres. Alors, choisis ce style intérieur, parlez bas, voir clair, avancez droit. Demain, quand une voix te demandera une confiance qui refuse la lumière, tu sauras dire que la fidélité ne s'oppose pas à la vérification. Quand on te pressera, tu sauras ouvrir le temps. Quand on jouera la tragédie, tu sauras revenir au fait. Quand on te vendra la nuance pour l'évasion, tu sauras nommer ce qui doit être mesuré. Ta douceur n'a pas besoin d'être naïve. Ta fermeté n'a pas besoin d'être dure. La vérité n'exige pas de cri. Elle demande seulement que tu ne renies pas ce que tu vois. Si ce chapitre t'a fortifié, reste avec moi. Abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui a besoin de récupérer sa voix et écris une dernière encre pour sceller ton seuil intérieur simple et tenace. Je choisis la clarté, même quand elle me coûte. Maintenant, je te laisse avec cette question qui ouvre la porte suivante. Quelle scène de ta vie réclame aujourd'hui un témoin, une mesure et un délai, afin que l'amour lui-même cesse d'avoir peur de la lumière?